Je pense que ça va être un peu différent d'une entreprise à une autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que toutes les entreprises n'ont pas été affectées exactement de la même façon. Toutes les entreprises ont déjà décidé aussi de ne pas réagir de la même façon. Je pense à des groupes comme Crédit Agricole, par exemple, avec qui on travaille beaucoup, qui, dès le début, avaient suspendu le projet et qui, assez rapidement, via un message de sa direction, a demandé à ce que toutes les équipes soient réactivées pour que les projets soient réactivés parce que c'était important pour lui de continuer à faire fonctionner à la fois ses équipes, ses fournisseurs. Et c'est un message fort quand même qui a été produit. Après, on a aussi d'autres sons de cloche sur des entreprises qui nous ont déjà dit, ça y est, on nous a demandé à réduire les budgets et on nous a demandé à trouver des pistes d'économie. Donc, dans ces cas-là, pour nous, ça reste positif parce que trouver une piste d'économie, si on ne l'a pas fait jusque-là, il y a plusieurs éléments. Ça pouvait être un manque de temps, ça pouvait être aussi un manque de compétences. Et dans les deux cas, le cabinet de conseil est capable d'aller amener des solutions, d'aller apporter du soutien sur ce moment-là. Donc c'est assez facile, on pourra peut-être en reparler après, mais c'est assez facile d'aller calculer du ROI sur ces actions-là et sur l'action d'un cabinet de conseil notamment. Ce qu'apporte cette crise aussi, on a des prospects qui avaient des projets de digitalisation de notes de frais notamment. Ces projets-là, on en a, pour deux d'entre eux, ça a déjà été annoncé que c'était plus une priorité. En revanche, ils ont d'autres sujets sur lesquels on est aussi capable, c'est un peu la spécificité de CBT, c'est certain, mais on est capable de les accompagner notamment via de l'audit et via de la compliance. Pour eux, c'est important d'avoir cette partie-là et derrière de pouvoir gérer en fait, de s'assurer que les process sûreté sont bien liés au process travel, que tout le monde communique correctement, parce que pour certains, ils se sont aperçus que c'était clairement pas le cas et quand il fallait rapatrier les gens, ça a été compliqué. Et puis pour d'autres, c'était aussi juste s'assurer qu'il y a de la compliance, c'est-à-dire qu'on respecte les règles qui avaient été mises en place, quel que soit le niveau de hiérarchie. Et ça va être une véritable nouveauté. Aujourd'hui, on va constater différents obstacles qui ne sont pas forcément nouveaux d'ailleurs, hein. C'est des obstacles qui étaient déjà présents, sauf qu'aujourd'hui, ils sont peut-être un peu plus exacerbés parce que les ressources sont moins disponibles, moins présentes, ou alors juste cette crise a permis aussi de se repencher sur à la fois les priorités et l'utilisation de ces ressources en interne. Et les obstacles, nous, qu'on constate, elles vont être de quatre natures. Il y a une première nature, c'est la data. Et ça, on a beau le dire, mais le dire et le répéter, aujourd'hui, il y a quand même encore globalement un niveau de maturité ou de maîtrise de sa data qui est faible, dans le sens où tout le monde a de la data. Ça, c'est pas un sujet, ça fait partie de tous les contrats, c'est des clauses, les fournisseurs savent les donner. Le seul problème, c'est que quand tu récupères un volume de données qui est si grand, si important, il faut pouvoir la traiter. Et pour pouvoir la traiter, il y a besoin de deux compétences. Il y a une première, c'est du temps. Quand tu n'es pas équipé, ça nécessite beaucoup de temps. Et une deuxième compétence, c'est une technicité, donc soit la maîtrise d'un outil pour pouvoir visualiser cette data. Et puis la deuxième compétence, c'est une expertise du métier. J'ai beau regarder les datas, demain tu me donnes des datas qui sont les données de vol d'un avion, même si elles sont très bien présentées, je ne saurais pas trop quoi en faire. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui les travel managers, les acheteurs ne connaissent pas le métier, c'est pas du tout ça. C'est juste que parfois ils ont plusieurs familles d'achats et qu'ils n'ont pas toujours le même niveau de compétence sur toutes les familles d'achats. Il y a peut-être une autre façon de voyager qui va être de voyager peut-être un petit peu moins pour améliorer le confort de ces voyageurs, puisque un voyage, c'est pas toujours agréable, c'est pas toujours nécessaire aussi, on le voit avec le développement de la visio, mais aussi on pourrait mieux voyager. Et là, pour les entreprises qui ont une fibre RSE importante, c'est un nouvel item qui va pouvoir jouer. Et ça, c'est de l'économie finalement, pas dans le sens réduire un coût, mais dans le sens améliorer sa performance économique. Et là-dessus, le cabinet de conseil va pouvoir aussi aider au travers, encore une fois, de l'analyse de la data, mais aussi d'une forte connaissance du secteur. Et puis d'autres items, parce que tout à l'heure, quand je disais le premier obstacle à la data, le premier obstacle au pilotage des dépenses, c'est la data. Il y a aussi deux autres obstacles pour moi. Il y en a un deuxième, ça va être le suivi de la performance. J'ai passé du temps à faire un programme hôtelier, j'ai passé du temps à mettre en place une PVE.
derrière, comment je m'assure que c'est efficace? Parce que le temps que j'y ai passé, si jamais c'était pas efficace, il faudrait peut-être que je l'emploie différemment. Et ça, c'est aussi quelque chose que le cabinet de conseil peut amener, puisqu'on va avoir un regard qui va être externe et qui va être complètement objectif. La vraie différence, par contre, c'est qu'on va se placer aussi, nous, dans les objectifs de la société. On va proposer des solutions qui sont cohérents avec les objectifs de la société, globaux. C'est aussi pour l'acheteur, pour le travel manager, une occasion de montrer à sa direction qui ne fait pas que, entre guillemets, exécuter une directive, mais qui l'accompagne la directive en ménageant à la fois des problématiques RH, notamment via le RSE, et des problématiques financières. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, souvent, c'est un obstacle qui peut paraître bénin, mais qui est assez marquant, c'est la com. On voit des super contrats négociés, on voit des partenariats intelligemment négociés, sauf qu'en fait, ils ne sont pas communiqués. Résultat, ils ne sont pas utilisés et donc il n'y a pas de performance économique. Je pense qu'on va renforcer quelque part, puisque l'objectif va être de renforcer ou de recréer des marges ou de recréer de la trésorerie, il va y avoir une recherche forte d'efficience. C'est-à-dire qu'à budget équivalent, voire à budget un peu moindre, je vais devoir produire un effort, produire un effet, en tout cas de mon effort, supérieur. Donc la recherche d'efficience va être importante là-dessus. Et c'est là où nous aussi, on va pouvoir aider, c'est que finalement, avec l'intervention comme ça d'une personne vraiment spécialiste, on va accélérer le process. C'est-à-dire qu'on va tout de suite pointer là où on peut vraiment aider et aider selon, encore une fois, les objectifs de l'entreprise. Si c'est du très court terme ou si c'est travailler sur quelque chose qui va être plus à moyen terme. La TVA, pour moi, va être un enjeu essentiel de récupération adéquate de sa TVA, puisque aujourd'hui, si on recherche de la trésorerie, si on recherche du cash, on dit toujours qu'on ne s'enrichit pas avec de la TVA, c'est vrai, sauf que quand on la collecte et qu'on ne la déduit pas, quelque part, c'est un manque à gagner. Et donc, réussir à la collecter comme ça et surtout à la déduire correctement, mais les moindres centimes, en fait, à l'échelle d'un groupe, les 10 centimes sur un café, c'est ça aussi qui fait à la fin de la journée qu'on a un produit qui est complètement rentable. Et dans certains cas, nous, on a fait des calculs de ROI, il peut même payer complètement la solution de note de frais. Aujourd'hui, définir un scénario précis, ça relève un peu quand même de dons divinatoires. En revanche, ce dont je suis à peu près sûr, d'après tout ce qu'on entend, ce qu'on échange et ce qu'on lit, c'est que la reprise va prendre du temps parce que les slots aériens, par exemple, les frontières vont pas être ouvertes, les slots aériens seront pas tous mis à disposition. Donc, tant qu'on n'aura pas acté sur des règles assez claires de distanciation, on ne saura pas exactement aussi comment reprendre la conquête de son marché, par exemple. Et ça va générer des coûts. Un train ou un avion sur lequel je dois supprimer un tiers des places, forcément, ça va impacter le prix et du coup, ça peut impacter la volonté d'une entreprise. En revanche, ce dont je suis à peu près sûr, c'est qu'une entreprise qui va être peut-être un peu plus à mal qu'un très grand compte, elle va avoir vraiment envie de repartir très très vite parce qu'il en ira de sa survie. Et aujourd'hui, les zones de chalandise, elles sont internationales. Donc, je pense que les entreprises les plus agiles, les plus flexibles vont repartir assez vite. Peut-être pas sur du voyage pur, peut-être que ça se fera aussi par de la visio, peut-être que ça se fera d'autres façons. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un moment, on ne peut pas faire tout le deal par visio et qu'il y a un moment, il faudra y aller. Et c'est peut-être des gens qui voyageaient un petit peu moins avant qui vont apporter aussi quelque part un nouveau souffle.